19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre bulletin complet de l'information à la une de l'actualité de ce mercredi 17 janvier. Au 103e jour du génocide sioniste à Gaza, la barre des 25 000 martyrs bientôt franchie. L'entité sioniste frappe pour tuer. Jabalia, Khan Younes ou encore Rafah essuie les bombardements de l'occupation. Le point sur la situation dans différentes zones de l'enclave palestinienne. L'escalade sioniste qui gagne peu à peu la Cisjordanie, un mercredi noir à Toul-Karam ou encore à Naplouse avec 9 martyrs, des dizaines de blessés et une centaine d'arrestations. Réunion préparatoire du 19e sommet des non-alignés en Ouganda. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, insiste sur le rôle moteur du mouvement, notamment ce qui concerne le soutien des causes justes. Enfin, direction la Côte d'Ivoire pour parler de la CAN 2023 avec notre envoyé spécial Faisal Salah qui nous attend à Bouaké. Madame, Monsieur, bonsoir. 103e jour de génocide sioniste à Gaza, un bilan global qui ne cesse de grimper au fil des jours, des scènes d'horreur marquées par un bilan macabre qui a atteint les 24 448 martyrs, dont les 3/4 sont des femmes et des enfants, auxquels s'ajoutent plus de 61 500 blessés, et ce depuis l'opération déluge Al-Aqsa le 7 octobre dernier. Durant les dernières 24 heures, l'entité sioniste a commis au moins 16 massacres contre des familles et des civils palestiniens, des exactions qui ont coûté la vie à 163 martyrs et fait 350 blessés. Les bombardements sionistes se sont concentrés principalement sur Jabalia au nord, Gaza centre, Khan Younes et Rafah au sud de l'enclave palestinienne. Et au moins 27 martyrs palestiniens, plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer ce mercredi à Khan Younes, l'actuel épicentre de l'agression sioniste à Gaza. Des bombardements sionistes ont ciblé les abords de l'hôpital Nasser, mais également des carrés d'habitation ainsi que des lieux de refuge. Les forces sionistes ont même procédé à la destruction d'un cimetière dans le quartier de Nemsaoui. Nous avons vu la mort de toutes les couleurs. Les chars sont entrés. Nous avons tout vu de manière vivante. C'était horrible. Des bombardements aléatoires, des tirs aléatoires, des tueries aléatoires. Ils viennent juste pour tuer et rentrer chez eux. C'est une nakba. Ils viennent juste pour tuer des enfants, des femmes, des personnes âgées, dans les toilettes à l'école, à l'hôpital, dans la rue, n'importe où. Ils ont tué, ils viennent juste pour tuer, juste pour ça, juste pour tuer. Les crimes sionistes contre les Gazaouis ont également touché la zone de Deir el-Balah au centre de la bande de Gaza. 2 martyrs y sont tombés après des frappes sionistes qui ont également fait plusieurs blessés. Dans le quartier de Darj, ils sont au moins 25 Palestiniens à avoir été tués lors des bombardements sionistes ayant ciblé des maisons. Et plus au sud de la bande de Gaza, à Rafah, une région marquée par une surpopulation extrême, le modus operandi de l'armée sioniste est le même, tuer le maximum de civils. Une jeune fille est tombée en martyr après une frappe de missile ayant ciblé son domicile. La jeune Massa a été tuée en plein sommeil alors que son père a été grièvement blessé.
Nous dormions quand des missiles nous sont tombés dessus. On n'y voyait plus rien. La petite est tombée en martyr. Il y a beaucoup de blessés, ses frères et sœurs, mais heureusement ils vont tous bien. Mon frère a été blessé également, sa situation est difficile. Et alors que le manque de médicaments, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques, fait des ravages à Gaza, la résistance palestinienne réussit à imposer un accord sur l'acheminement des aides médicales sous la médiation du Qatar. Souila Kilal. Des camions chargés d'aide humanitaire passent le poste frontière de Rafah et s'enfoncent dans la ville sous le regard des Gazaouis éreintés par 3 mois d'une guerre génocidaire et les pénuries de nourriture, de carburant et de fournitures médicales. Cette arrivée d'aide humanitaire est le fruit d'un accord conclu entre le Hamas et l'entité sioniste sous la médiation du Qatar. L'accord en question comprend l'envoi de médicaments et d'aide humanitaire à la population de Gaza en échange de la livraison de médicaments aux détenus sionistes à Gaza. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majid Al-Ansari, les médicaments et l'aide ont été envoyés ce mercredi en Égypte à bord de 2 avions appartenant aux forces armées qataries avant leur acheminement vers Gaza. Al-Ansari a souligné la poursuite des efforts avec les partenaires régionaux et internationaux au cours de la prochaine phase, notamment pour l'évacuation médicale des blessés. D'ailleurs, la coordinatrice principale des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction de Gaza, Sigrid Kaag, est arrivée en Égypte pour une mission visant à accélérer l'assistance à la population de Gaza, faciliter, coordonner et surveiller le processus d'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave. Je suis ici en raison d'un mandat du Conseil de sécurité visant à voir comment nous pouvons faciliter et accélérer tous les domaines d'assistance qui sont si indispensables aux civils de Gaza, étant donné les conditions humanitaires très aiguës avec lesquelles ils doivent vivre. Du côté du gouvernement sioniste, Benjamin Netanyahou a confirmé le début du transfert de médicaments aux détenus sionistes à Gaza à partir de ce mercredi. Les services de communication et d'Internet sont toujours coupés à Gaza. Pour le 6e jour consécutif, ce fut également le cas hier. Des pratiques criminelles réitérées par l'entité sioniste depuis le début de son agression. Il s'agit au moins de la 7e fois que les services de communication et d'Internet sont complètement coupés dans l'enclave palestinienne. Et depuis la Suisse, où il prend part au Forum économique de Davos, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé lors d'un discours l'inaction de la communauté internationale face à l'agression de l'entité sioniste à Gaza, réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne et à l'instauration d'une paix durable dans la région sur la base d'une solution à 2 États. Je réitère mon appel en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et d'un procès conduisant à une paix durable pour les Israéliens et les Palestiniens, basée sur une solution à 2 États. C'est le seul moyen d'endiguer les souffrances et d'éviter les retombées qui pourraient plonger toute la région dans le chaos. Et j'appelle également à une paix juste en Ukraine, une paix conforme à la Charte des Nations Unies, une paix conforme au droit international. Je vous le disais tantôt en titre, en Cisjordanie, une nouvelle escalade sioniste a fait au moins 9 martyrs et plusieurs blessés. Tulkarem et Naplouse ont été le théâtre de violentes incursions des forces sionistes, sans doute la plus hargneuse depuis le 7 octobre dernier, compte rendu d'une journée meurtrière en Cisjordanie avec Naïla et Hamouda. Sur ces images, un drone d'attaque sioniste lancé directement sur ce véhicule palestinien, le faisant exploser et prendre feu. Cet acte barbare a eu lieu dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée. 5 Palestiniens ont été tués. Les équipes médicales ont été empêchées d'atteindre les lieux. La horde sauvage sioniste a fait incursion dans le camp de Balata à l'aube de ce mercredi, l'assiégeant complètement. Durant ce violent raid, plusieurs maisons et propriétés ont été saccagées.
Nous dormions tous et vers 4 heures, nous avons entendu une forte explosion. Lorsque nous sommes sortis, il y avait une voiture qui avait explosé. 1 minute après, l'armée est arrivée et a empêché l'ambulance d'y accéder. Elle a fait sortir les corps. Elle s'est retirée une demi-heure après. Un grand nombre de soldats sionistes ont attaqué la zone. Ils n'ont permis à personne de s'approcher du lieu. Ils ont fouillé la voiture ciblée. Après cela, un bulldozer est arrivé et a mis de la terre sur les débris de la voiture pour éteindre l'incendie. C'était une scène terrifiante. Autre frappe aérienne, mais cette fois-ci à Tolkaram. Des jeunes Palestiniens ont été touchés par un bombardement sioniste dans le quartier Tamam, à l'intérieur du camp. Bilan, 4 autres martyrs et des dizaines de blessés. Les forces d'occupation ont forcé les habitants à quitter leurs maisons. Ces dernières ont été complètement saccagées. Pire encore, l'armée de l'occupation a lancé une campagne massive d'arrestation. Des dizaines de personnes ont été interpellées. L'entité sioniste a intensifié ses activités militaires en Cisjordanie occupée et a augmenté la cadence des incursions et des raids contre les villes, les villages et les camps de réfugiés palestiniens. Cette nouvelle escalade de la violence est à son plus haut niveau depuis le début du génocide sioniste à Gaza, le 7 octobre dernier. L'ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, Oussam Zomlot, a salué hier le procès intenté par l'Afrique du Sud à l'entité sioniste à la Cour internationale de justice. Zomlot a salué cette affaire comme étant le premier effort international sérieux visant à mettre fin à l'agression sioniste contre Gaza. Le procès de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice est le premier effort international sérieux pour mettre fin à cette situation épouvantable et exiger des comptes. Après 75 ans de refus de nos droits fondamentaux égaux à ceux de tous les autres peuples. Voilà en ce qui concerne l'actualité de ce 103e jour de génocide sioniste à Gaza. Et dans le reste de l'actualité, justement, le président algérien Abdelmejid Tebboune a reçu mercredi à Alger le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso. Le président de la République, M. Abdelmejid Tebboune, a accordé ce jour une audience au ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso, litant dans un communiqué de la présidence de la République algérienne. Et le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a indiqué mercredi depuis Kampala, en Ouganda, que la cause palestinienne avait besoin de davantage de soutien de la part du mouvement des non-alignés. Dans une allocution prononcée lors de la réunion ministérielle préparatoire du 19e sommet du mouvement des non-alignés, Attaf a estimé qu'au regard de son poids moral et de ses positions constantes, ce mouvement peut accroître la pression diplomatique pour faire cesser l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Et parmi l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui avec une grande insistance et urgence, cette délégation aspire à une position forte et ferme lors de notre prochain sommet au sujet de la cause palestinienne qui traverse une période que l'on peut qualifier de la plus dangereuse de son histoire. Cette cause a besoin d'un soutien plus affirmé, la plupart du mouvement des non-alignés, étant donné son poids moral et déontologique et son influence politique, ainsi que sur la base de ses positions constantes et honorables dans ce sens. Le chef de la diplomatie algérienne est également revenu sur le sort du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. En ce qui concerne la décolonisation du Sahara occidental, nous valorisons la position constante du mouvement des non-alignés envers le soutien du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination
conformément aux décisions des Nations Unies émanant soit du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. À noter qu'en marge des réunions préparatoires au sommet des non-alignés, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens privés avec quelques-uns de ses homologues des pays membres du mouvement, notamment les chefs de la diplomatie pakistanais, angolais, tchadiens, libyens ou encore ougandais, qu'il a félicité justement à l'occasion de la présidence de son pays du 19e sommet du mouvement des non-alignés. Autre tribune diplomatique depuis laquelle l'Algérie défend ses positions, celle du Conseil de sécurité, où par le biais de son ambassadeur auprès des Nations Unies, Ammar Benjameh, l'Algérie a réitéré sa préoccupation quant à l'escalade en mer Rouge en affirmant sa ferme opposition aux opérations militaires menées actuellement contre le Yémen. Il y a 2 jours, et dans le cadre de l'adoption de la résolution sur la sécurité maritime, l'Algérie avait déjà fait remarquer que l'intervention militaire ne pouvait servir à réduire les tensions dans la région de la mer Rouge. Nous exprimons notre plus grave préoccupation au sujet des opérations militaires en cours et des frappes aériennes dans la région de la mer Rouge, qui ont pour cible plusieurs sites et villes au Yémen. L'Algérie appelle à la retenue et la prudence. Et un mot d'économie également en Algérie. Le président directeur général de la Sonatrach, Rachid Hachichi, a affirmé hier que le groupe était prêt à exporter son expérience concernant le dessalement d'eau de mer. Le patron de la Sonatrach a déclaré que le groupe énergétique s'engage à réaliser les 5 stations de dessalement d'eau de mer décidées par le programme d'urgence du président Abdelmajid Tebboune afin de fournir, je cite, de l'eau potable dans les délais impartis et selon des normes internationales. C'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a chargé la Sonatrach de réaliser ces 5 stations à travers le littoral algérien, depuis l'est du pays et la wilaya de Taraf en passant par Béjaïa, Boumerdes, la wilaya de Tipaza pour arriver jusqu'ici à Oran. Il s'agit d'un programme urgent lancé par le président Tebboune et Sonatrach s'engage à le mettre en œuvre dans les plus brefs délais et avec un certain brio. Dans l'actualité soudanaise, le ministère des Affaires étrangères a annoncé le gel de ses relations avec l'IGAD, bloc régional d'Afrique de l'Est. Le ministère des Affaires étrangères a informé l'IGAD de la décision du Soudan de cesser de collaborer, de geler ses relations avec l'organisation, en l'accusant justement de violer la souveraineté du pays. Et le président sortant comorien Azali Assoumani a été désigné mardi vainqueur de l'élection présidentielle à l'issue du premier tour qui s'est tenu dimanche dans l'archipel de l'océan Indien. Le président réélu, âgé de 65 ans, va ainsi rempiler pour un 3e mandat consécutif qui doit le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Des résultats provisoires qui doivent toutefois être validés par la Cour suprême, plus haute juridiction du pays. Élus respectivement Azali Assoumani. C'est le Comorien qui ont fait le choix. Donc effectivement, bon, dans nos processus qu'on attendait, mais ce choix-là, effectivement, nous a agréablement surpris. Et comme je l'ai dit, c'est encore un devoir. Parce que c'est une confiance et je n'ai pas le droit de le décevoir. Maintenant, le plus dur reste à faire. C'est montrer aux gens qui me font confiance, qu'ils avaient raison de me faire confiance. On va continuer. On a tout commencé, que ce soit l'éducation, la santé, les routes, l'énergie et l'entrepreneuriat. Tout est en route. Maintenant, c'est de consolider, mais il n'y a rien à commencer en premier. Tout à consolider. Allez, ouvrons à présent notre dossier consacré à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec les matchs de la dernière poule, en l'occurrence le groupe F qui se sont déroulés aujourd'hui avec le Maroc qui affronte en ce moment même la Tanzanie et le RD Congo qui sera opposé ce soir à la Zambie.
Et comme chaque soir, direction Bouaké en Côte d'Ivoire pour retrouver notre envoyé spécial, Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Khairdine. Alors Faisal, une première semaine de compétition très riche en surprises, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout d'abord, comment ou que peut-on retenir justement de ces premiers matchs comme enseignements généraux ? Effectivement, la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, on va dire la Coupe d'Afrique surprise, parce que quand on voit le Nigeria tenu en échec par la Guinée équatoriale, quand on voit aussi l'Égypte, le grand Égypte de Mohamed Salah, de Trezeguet, d'El Marmouche aussi tenu en échec par le Mozambique, égalisé à la dernière minute par un penalty de Mohamed Salah, on voit que cette Coupe d'Afrique des Nations est plein de surprises. On a vu aussi d'autres matchs, l'Algérie qui était tenue en échec ici au stade de la Paix face à l'Angola, le Burkina Faso qui a gagné difficilement face à la Mauritanie à la dernière seconde, un penalty converti par le grand Bertrand Traoré. Et ce qui s'est passé hier, la surprise qu'on ne s'attendait pas, la Tunisie de Djellal Kadri est tombée face à une équipe de Namibie. Donc je pense que c'est la Coupe d'Afrique des surprises. Le Cameroun était tenu en échec par la Guinée. Donc je pense qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à la deuxième journée. Le Cap-Vert a gagné face au Ghana, face aux Black Stars. Donc je pense que la Coupe d'Afrique des surprises, le niveau est, on va dire, il n'y a pas une grande équipe ou une petite équipe, il y a plus d'une petite équipe ici en Afrique. On a vu lors de cette première journée et c'est très difficile de savoir qui va passer au deuxième tour. Nous, les Algériens, on sait très bien ça. On a vu ça au Cameroun quand on était sorti du premier tour. Mais j'espère que l'Algérie, qui se prépare d'ailleurs pour ce deuxième match, elle évitera les mauvaises surprises. Justement, un deuxième match de l'équipe nationale algérienne qui s'annonce d'ores et déjà décisif. Qu'avez-vous comme information, vous qui êtes à Bouaké, concernant la préparation des Verts pour affronter l'autre cadre de ce groupe, à savoir le Burkina Faso, qui s'est imposé hier sur le fil 1-0 contre la Mauritanie? Les Verts préparent toujours la deuxième rencontre face à un rival qu'on connaît très bien, le Burkina Faso. Hier, comme j'avais dit, le sélectionneur national avec les cadres ont suivi la partie contre la Mauritanie. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement à partir de 14h, un entraînement fermé aux médias au lycée classique. Demain, il y aura notre entraînement à la même heure, 14h. Et vendredi, le jour de la conférence de presse d'avant-match, il y aura Jamel Belmadi et Ismaël Benasser face à la presse, et à l'après-midi à partir de 15h30 il y aura l'entraînement officiel qu'il y aura aussi la zone mixte où les joueurs vont exprimer pour parler de ce match, ce deuxième match qui est décisif, ce deuxième match qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que si on perd ce match ou on fait un match nul, ça va être plus compliqué. Donc je pense que les Verts sont conscients de la situation. Et les supporters des Verts qui sont très présents à Bouaké et que vous avez peut-être eu l'occasion de les rencontrer, est-ce qu'ils sont confiants justement, Faisal, concernant cette deuxième rencontre qui, je le répète, s'annonce décisive? Certainement, ils sont confiants, les supporters des Verts. Ils se sont déplacés. Il y a une partie qui était à la capitale politique, Yamoussoukro. Elle s'est déplacée le jour de match. Après, elle est revenue à Yamoussoukro. Mais là, la grande partie des supporters des Verts sont présents à Bouaké afin de suivre les Verts, soit dans les entraînements, soit devant l'hôtel, afin aussi de les soutenir. Et ça va se jouer un petit peu sur le mental, sur le moral, parce que la présence des joueurs, comme il a dit Riyad Mahrez, elle est importante. Elle va laisser les joueurs jouer à l'aise, et surtout quand on voit les supporters présents, on sait qu'on n'est pas seul dans le terrain, parce que sur le match du Burkina Faso, il y aura plein de supporters burkinabés présents au stade de la Paix. 40 000 places, c'est la capacité du stade de la Paix. Crois-moi que 30 000 des 40 000 seront des burkinabés dans le stade. Donc j'espère qu'il y aura plus de supporters algériens qui vont venir dans les prochains vols afin de soutenir les Verts ici à Bouaké. C'est très important, parce que ce deuxième match est très important face
face au Burkina Faso. En ce moment même, on est au stade de la paix annexe, là où l'équipe d'El Morabito, la Mauritanie, s'entraîne pour la première fois après leur défaite d'hier face au Burkina, afin d'affronter l'Angola, la Mauritanie aussi qui rêve, la Mauritanie d'Amir Abdou, qui est privée de son joueur Aboubakar Kamara, qui s'est blessé dans le match et qui est sorti à la 30e à peu près après une demi-heure de jeu. Merci Faisal Salah pour tous ces détails. Bien entendu, le suspense qui est à son comble avant cette deuxième rencontre entre l'Algérie et le Burkina Faso. Faisal Salah qu'on retrouvera tout au long de cette CAN 2023 depuis Bouaké. Allez, pour clore ce journal direction l'Europe, le sempiternel dossier de soutien supplémentaire que l'Europe veut apporter à l'Ukraine s'est invité aux travaux du forum de Davos. Les dirigeants européens réunis autour d'une table ont discuté de cette option. Le président polonais Andrzej Duda a déclaré aux participants que l'Europe devait continuer à soutenir l'Ukraine et a souligné la nécessité d'une coopération européenne en matière d'armement. La Hongrie campe quant à elle sur ses positions et refuse de fournir une assistance militaire à l'Ukraine. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Alt 24.